Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de La pensée et les hommes. Aujourd'hui, nous voici réunis avec deux invités de marque autour d'un très beau livre qui est paru aux éditions Deville. Culture et franc-maçonnerie, même combat, aux armes, roses et verts, formez vos bataillons. Alors ce livre, nous le devons à Daniel Menskart. Alors Daniel, vous avez été grand maître de la Fédération belge du droit humain, Fédération belge du droit humain, où d'ailleurs vous avez été initié franc-maçon déjà il y a quelques années, en 1982. Alors, ce n'est pas les mémoires d'un grand maître. On sent bien là derrière votre formation d'anthropologue, bien sûr, votre travail qui a été la défense et illustration de la culture, tant sur le plan diplomatique que sur le plan également politique. Donc vous êtes quelqu'un particulièrement bien placé pour nous parler de culture en général, et plus précisément de la culture aujourd'hui, qui fait quand même un grand débat quand on voit comment on la revisite ça et là. J'aime quand même beaucoup la jaquette de ce livre avec la Joconde, un sautoir et un tablier maçonnique. Elle n'en demandait pas tant, mais elle a toujours le même air un peu gentil et à la fois ironique qui convient bien avec ce qui apparaît déjà comme une sorte de petit blasphème laïque. Quelqu'un qui a lu ce livre avec intérêt aussi, un régional de l'Étape, Claude Vactelaar, vice-président de La pensée et les hommes, mais nul n'est parfait. Et très cher Claude, nous attendons aussi peut-être la réaction de celui qui est spécialiste en pédagogie. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire sur la notion de culture. Alors, première question, pourquoi ce livre, avec un titre quand même un peu long peut-être, mais quand même assez amusant, Culture et franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est une affaire de culture ? Alors, la franc-maçonnerie, c'est une affaire de civilisation. Elle appartient à une civilisation bien définie dans son histoire et son développement. Et elle a donc un lien, qu'elle le veuille ou non, d'une certaine manière, avec la culture qui se développe au sein de cette civilisation. Et quand je dis culture, ça n'est pas que les beaux-arts, c'est l'ensemble des comportements humains, la manière dont ils sont gérés, la manière dont on promeut dans ces rapports humains un certain nombre de valeurs. Et l'action culturelle est un des partenaires dans le développement de cette civilisation. Donc c'est étroitement lié. Et enfin, je pense que si demain on devait avoir un basculement négatif vis-à-vis de la culture telle qu'elle existe aujourd'hui, la maçonnerie en souffrirait. Parce qu'elle ne peut pas vivre, je pense, dans un environnement qui serait d'une certaine manière hostile et contraire à l'essentiel de ses principes et de ses valeurs. La culture, Claude Vactelaar, l'enseignement, on dit que ça va ensemble. Alors c'est quelle culture qui aujourd'hui serait menacée? Parce qu'on a quand même eu dans le passé, pas si lointain, pas mal d'intellectuels qui ont essayé de démontrer que la culture telle qu'on la pensait, la culture classique, la culture des arts et des lettres, la culture humaniste, etc., ça c'était plutôt un pôle d'exclusion. Quel est votre point de vue, vous, en tant que spécialiste de la pédagogie? Je pense que le problème de la culture, c'est qu'il peut prendre deux dimensions. Chaque groupe humain développe une culture. Il a besoin de ça pour exister avec des rites, des pratiques, des mythes, etc. Le problème, c'est quand des cultures se rencontrent, et je pense que c'est quand même une caractéristique de la franc-maçonnerie, c'est qu'elle s'est construite dans une idée de rapprocher les gens au lieu de les diviser. Et donc, quelque part, c'est aussi une mission de l'éducation. C'est d'enseigner aux jeunes de la diversité, de ne pas les enfermer dans un modèle, de leur apprendre à s'ouvrir vers d'autres choses, à découvrir le monde. Et c'est d'ailleurs
quelque chose qui est assez clairement défini, notamment dans le décret définissant les missions de l'enseignement. Oui, mais alors la franc-maçonnerie, moi je veux bien ce que vous dites, c'est très intéressant, mais la franc-maçonnerie, c'est une société initiatique. Alors certains disent secrète, je ne pense pas qu'elle soit secrète, elle est discrète, disent certains, mais en tout cas, on n'y a pas tous accès. On ne peut pas être un citoyen dans la rue et se dire, tiens, ce soir, il y a des activités à tel endroit, je vais y aller, je vais aller écouter. Or, la définition de la culture, du point de vue pédagogique, c'est quand même que tout le monde devrait y avoir accès. Alors comment peut-on défendre une thèse aussi contradictoire ? Alors, je pense que quand on dit que la franc-maçonnerie est universelle, elle a une utopie. Il y a une utopie qui est qu'effectivement, le monde entier devienne franc-maçon. Je pense qu'il faut raisonner comme cela, en tout cas. Il faut se dire, ma mission de franc-maçon et travailler dans la société en tant que franc-maçon, c'est de faire en sorte qu'au fond, demain, ce soit une évidence pour tout le monde que d'être franc-maçon. Alors, on sait bien que c'est une utopie, mais il faut travailler avec cela à l'esprit. Moi, en sociologie, on me parle de la prédiction créatrice. Et j'aime bien cela, parce que c'est mieux peut-être que même le mot utopie. La prédiction créatrice, ça veut dire j'ai envie de quelque chose, j'ai un objectif, je mets en place tout ce que je peux pour atteindre cet objectif, je ne l'atteindrai sans doute jamais, mais en tout cas, je fais progresser la société vers cet objectif. Et je pense que et la culture et la franc-maçonnerie ont cet objectif. Alors de manière différente, mais en tout cas, il y a dans la culture aussi une espèce de besoin d'universalisme, d'être compris par tous, d'être entendu par tous. Et je pense que, bien sûr, la maçonnerie n'est pas pour l'instant ouverte à tous, pour diverses raisons, mais on doit travailler, de toute façon, moi je pense maintenant, alors on sort un peu du sujet, mais je pense que l'enjeu de la maçonnerie est précisément de sortir de ce quant à soi et de s'ouvrir beaucoup plus sur le monde. Je pense que c'est une nécessité pour elle-même, mais nécessité, je pense, aussi pour la société. Nous sommes, comme francs-maçons, une des consciences dans ce monde. Il y en a d'autres. Il ne faut pas non plus se faire plus fort que l'on est, mais nous sommes une des consciences. Et cette conscience doit s'exprimer et rejoindre peut-être d'autres qui ont finalement les mêmes objectifs essentiels pour faire progresser cette société. Donc pour moi, l'ouverture de la maçonnerie, ce n'est pas faire entrer demain tout le monde en maçonnerie, mais c'est en tout cas s'ouvrir sur le monde et travailler avec d'autres. Et l'idéal serait, au fond, que tout le monde, un jour, entre guillemets, soit maçon, du moins partage les valeurs de la maçonnerie. Bien sûr. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Daniel Menskart sur la prophétie ou l'illusion créatrice. Il faut se méfier aussi, en psychologie, par contre, on parle de prophétie autoréalisatrice, et ça, c'est dangereux parce que c'est une illusion. Donc, il faut être, je dirais, raisonnable. Je pense que la maçonnerie doit exercer un effet d'entraînement sur le reste de la société. Quelque part, elle doit servir d'exemple, et je pense que le domaine où elle doit vraiment être à la pointe, c'est le domaine de la liberté de conscience, c'est le domaine de la tolérance, et c'est ce qu'en principe la maçonnerie fait depuis le XVIIIe siècle, et qu'elle doit continuer à faire. Elle doit influencer le monde profane, que tout le monde devienne membre ou que seule une partie des citoyens deviennent membres est un enjeu un peu secondaire si les idées percolent et les valeurs percolent. C'est ça qui est important. Alors pour un peu donner le goût par rapport à ce livre, le goût de le lire, parce que je crois que c'est vraiment un très beau livre, je me répète,
Je vais lire un petit texte. La dérive. Changer le monde. Nous en ressentons tous l'impérieuse nécessité. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes déboussolés et bon nombre de nos contemporains sont sans doute résignés. Pressés par les événements, notre engagement à travailler au progrès de l'humanité doit être rappelé et mis en œuvre. Passons de la parole aux actes. Nous aurons à nos côtés le monde vaste et varié de la culture, parce que son socle civilisationnel, qui est la source de l'inspiration et de la raison d'être, est attaqué ouvertement. Sa marchandisation est une des armes utilisées pour détruire ce socle. Cela se concrétise de jour en jour davantage par la domination d'une forme de monoculture, de masse. Aujourd'hui domine, pour occuper le temps libre et nos esprits, les manifestations insipides, les événements insignifiants, les faits divers sans importance réelle. Ils envahissent les sphères de l'information et de la culture, le talk show plutôt que le débat d'idées argumentées, les réponses courtes à des questions aux enjeux énormes et complexes, la télé-réalité plutôt que le reportage social ou l'émission culturelle. Que peut-on alors savoir de vrai sur nos contemporains proches et lointains? Rien. C'est précisément ce que veulent ceux qui, aujourd'hui, ont lancé cette guerre. Ils espèrent ainsi que nous perdions notre vigilance et que nous baissions notre garde. Alors, j'ai joué mon rôle de petit polémiste. Quand j'étais ado, on disait à deux balles. Alors, les francs-maçons, ils sont complotistes. Ils pensent qu'il y a un complot de ceux qui veulent nous rendre stupides. Je ne pense pas. En tout cas, on n'est pas complotiste. Je pense qu'il faut toute personne qui regarde un peu l'actualité et de ce qui se passe dans le monde est quand même conscient qu'il y a, je dirais, une guerre culturelle qui est menée. Le phénomène le plus évident de cette guerre culturelle, c'est Donald Trump. Bon, et Donald Trump avec les remises en question d'acquis importants sur la liberté de penser, la liberté d'expression, le rôle des universités, le rôle des chercheurs, sur la culture. Bon, voilà. La manière de culture, faire... d'ailleurs, que vous définissez très bien comme diverse. Oui, oui. Ce n'est pas une culture, c'est la diversité culturelle dont vous parlez. Oui, c'est très important qu'on s'en rende compte. Donc, il s'attaque à tout ça, à tout ce qui a fait le socle, au fond, de ce monde contemporain qui a progressé sur le voie de la liberté de penser, de la liberté d'expression, etc. Et la liberté de critique, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. En culture, tout comme en maçonnerie d'ailleurs, c'est avoir le droit d'exprimer des opinions différentes, sans que cela n'entraîne l'exclusion. Donc, or, il y a dans cette guerre culturelle un processus d'exclusion, donc de diverses manières. On supprime les subventions en état d'association, mais aussi on interdit même d'utiliser des mots. En quelque sorte, on essaye d'invisibiliser toute une série de personnes ou de catégories sociales parce qu'elles ne correspondent pas au projet, je dirais, très masculiniste et très blanc et de quelqu'un comme Donald Trump. Et donc, ça, c'est les États-Unis. Maintenant, je pense aussi, et c'est là le danger, que cette guerre culturelle, elle existe aussi de petit à petit chez nous. Quand un président de parti dit il faut supprimer le ministère de la Culture, ça veut dire accentuer la marchandisation. Parce qu'effectivement, s'il n'y a plus de ministère de la Culture, ça veut dire que la seule culture qui sera encore accessible, c'est la culture
qui fonctionnera sur un public qui aura les moyens de se payer un certain nombre de spectacles, etc. Ça brisera aussi tout ce qui est de la création culturelle qui, par nature, est aléatoire, c'est-à-dire que quand on crée, ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. Mais il faut faire cette expérience de l'échec éventuellement. Il faut même le subventionner. Bon, voilà. Donc, ça s'attaque aussi à ce qu'on appelle l'éducation permanente. Ça rejoint la question sur l'éducation. L'éducation, ce n'est pas simplement l'école, c'est aussi des tas d'associations de la société civile. Si on s'attaque à ça, c'est aussi la démocratie qui est mise en danger. Moi, je me souviens, j'ai fréquenté beaucoup de ministres de la culture et des ministres de l'éducation et de la jeunesse. De toute tendance, ils étaient fiers de dire qu'ils donnaient de l'argent à des associations qui allaient les critiquer. Et bien, je trouve que ça, c'est merveilleux dans une démocratie. Si on dit on ne va plus donner de subventions à ceux qui critiquent, c'est la fin de la démocratie. Oui, je voudrais rebondir sur ce que dit Daniel Menskert à propos de Trump. Parce que c'est effectivement, je dirais, un cas d'école, quelque part, qu'il faut examiner. Alors, il y a quelque chose auquel moi je suis très attaché, c'est de voir dans quelle mesure on comprend aussi le point de vue de l'autre. Le paysan du Midwest au XIXe siècle, il avait sa culture, c'était la Bible, et pour lui c'était simple. Ce même agriculteur du Midwest, aujourd'hui, il est confronté notamment à ce qui se passe dans les universités américaines de la Ivy League avec ce qu'on appelle proprement ou improprement le wokisme. Et quelque part, ça ébranle ces valeurs. Et donc, il y a des études maintenant, notamment aux États-Unis, qui essayent de décrypter la montée d'une forme de réaction autoritaire à ce genre de défi, en fait. Et comme nous sommes beaucoup plus ouverts au monde, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment, et ça va dans le sens de ce que dit Daniel Menskert, de donner aux gens, aux citoyens, les outils pour décrypter ces complexité nouvelle du monde avec la circulation de l'information, etc., pour résister aux manipulations éventuelles de ceux qui ont les moyens de manipuler, et donc de renforcer, je dirais, les défenses contre un phénomène qui est quelque part naturel. Et les spécialistes disent que l'espèce humaine est une espèce tribale. Donc, quand elle se sent menacée, elle resserre les rangs. Et quelque part, le trumpisme tient quand même un peu de ça. Et nous ne pourrons pas non plus, et certainement pas les maçons, nous contenter de prendre, je dirais, un point de vue de morale élevée. Nous avons la vérité, nous sommes les gens bien et eux sont les mauvais, etc. Peut-être que les mauvais ont une raison d'être mauvais, il faut qu'on essaye de les sortir de là, mais il faut essayer de comprendre ce qui les motive aussi. Il faut toujours comprendre les motivations de son adversaire. Certainement, mais il y a une chose quand même dans ce que vous dites qui me semble tout à fait évidente, qui est permettre de faire rayonner une diversité, permettre de faire rayonner une approche croisée de la chose culturelle. Bon, ça a toujours une limite, évidemment, mais enfin, on comprend bien ce que je veux dire par là. Mais la réponse que feraient, je dirais, les libéralistes durs, est de dire, d'accord, il n'y a pas de problème, vous avez la liberté de penser, la liberté d'expression, mais pas avec mon argent. Donc, vous voulez faire, vous le faites, mais vous le faites avec vos moyens.
soit dit en passant, c'est ce que fait la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie ne demande, à ma connaissance, aucun subside à personne. Hein. Donc, pas avec mon argent, pas en mon nom. Vous pouvez alors vous réunir. Et il y a une loi 4 qui prévoit que les associations, moyennant un respect évident des lois du pays où elles se trouvent, quand ils sont démocratiques, peuvent s'exprimer. Comment est-ce que vous réagissez à ça? C'est une définition à donner à ce qu'on entend par l'état de droit et le rôle de l'État. Quel est le rôle de l'État? Et je pense que c'est ça la question. Alors, ou bien on est ultra libéral, je dirais même libertarien, effectivement, et on dit l'État, on n'en a pas besoin, hein, sauf pour nous défendre éventuellement, mais on n'en a pas besoin. Soit on a une autre conception, et d'ailleurs la laïcité, je pense, s'est battue longtemps là-dessus, c'est de dire, ben non, il y a des missions essentielles de l'État, dont celui de l'éducation. Dont celui de l'éducation. Et moi, je mets la culture dans l'éducation. Elle participe de l'éducation du citoyen d'une manière très large. Et maintenant, donc ça, c'est une divergence idéologique. Il faut bien analyser quelle serait la conséquence de la suppression, en quelque sorte, du rôle de l'État en matière culturelle. C'est que ce sont des pans entiers de la culture qui ne pourraient plus exister, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'exister. Alors, prenons un exemple simple, une troupe de théâtre ou un créateur, il va imaginer un spectacle, il va prendre les risques. Hein, bon, voilà. Il faudrait, pour que ça subsiste, qu'il y ait un public permanent qui vienne, apprécie et paye des prix, on ne peut pas imaginer le montant, pour pouvoir assister à quelque chose qui est une expérience, qui est un risque. Cette personne prend le risque eh bien, il est pour moi, dans une des missions de l'État, c'est d'aider les gens à prendre des risques. C'est d'aider les gens à inventer, à imaginer. Voilà, ça, c'est, me semble-t-il, pour moi, dans la définition du rôle de l'État. Et on divergera. Enfin, moi, je dis là-dessus, donc, je ne peux pas partager cette idée que seuls, finalement, ceux qui ont les... Parce que ça reviendrait à ça. C'est seuls ceux qui ont les moyens qui auraient un accès à une forme de culture. C'est pas possible. Oui, je pense que l'enseignement et l'éducation permanente sont des missions de service public. Et donc, que le fait qu'elles soient financées en tout ou en partie me paraît tout à fait légitime. Une discussion ancienne, c'est est-ce que l'État est légitime pour définir la vie bonne, la vie que les citoyens doivent mener? Et je pense que ça, c'est une notion avec laquelle il faut être extrêmement prudent, parce qu'il faut laisser aux gens la liberté de définir personnellement ce qui constitue pour eux la vie bonne. Mais donc, que ce soit en matière d'enseignement stricto sensu ou en matière d'éducation permanente, qui, pour moi, devrait être d'ailleurs davantage liée, il faudrait plus de perméabilité entre les deux domaines, c'est de faire en sorte que ce débat sur la vie bonne soit vraiment intégré dans la mission, et que ni l'enseignement ni l'éducation permanente ne servent à, quelque part, endoctriner selon des idéologies précises, mais nourrissent le débat. Mais effectivement, Robert Ouangermé, dans le passé,
parlait d'opéra et d'économie du non rentable. C'est vrai qu'il y a une série de domaines qui ne peuvent pas se passer de subventions publiques, mais je pense que c'est important et qu'il faut préserver ça pour la démocratie. La démocratie est le mot-clé. Pas de démocratie sans citoyens ayant une pensée critique. Au-delà de la démocratie, un certain appel vers quelque chose qui nous dépasse, qu'on pourrait appeler spiritualité, on peut donner d'autres mots, lucidité. Je vais lire en guise de conclusion un très beau texte de ce livre. La religion est pour ceux qui dorment, la spiritualité est pour ceux qui sont éveillés. La religion est pour ceux qui ont besoin que quelqu'un leur dise quoi faire et qui veulent être guidés. La spiritualité est pour ceux qui font attention à leur voix intérieure. La religion a un ensemble de règles dogmatiques. La spiritualité invite à raisonner sur tout, à tout remettre en question. La religion menace et fait peur. La spiritualité donne la paix intérieure. La religion parle de péché, de culpabilité. La spiritualité dit « apprendre l'erreur ». La religion réprime tout et dans certains cas, elle est fausse. La spiritualité transcende tout. Elle te rapproche de la vérité. Ta spiritualité trouve. La religion ne tolère aucune question. La spiritualité remet tout en question. La religion est une cause de division. La spiritualité unit. La religion se nourrit de la peur. La spiritualité se nourrit de confiance et de foi. La spiritualité vit dans la conscience. La religion nourrit l'ego. La spiritualité pousse à transcender. La religion est un culte. La spiritualité est la médiation. La religion nous remplit de rêves de gloire au paradis. La spiritualité nous fait vivre la gloire et le paradis ici et maintenant. La religion crée des cloîtres dans notre mémoire. La spiritualité libère notre conscience. Cette phrase n'est pas celle d'un franc-maçon ou celle d'un libre penseur d'aujourd'hui. Cette longue période, finalement, est celle de Pierre Teilhard de Chardin, un paléontologue, prêtre jésuite, né en France en 1891. C'est ça aussi peut-être la capacité d'écouter l'autre, de penser avec l'autre, de vivre en acceptant aussi de changer. Et c'est peut-être une force de ce que vous nous avez présenté, c'est-à-dire un franc-maçon, c'est quelqu'un qui peut aussi se nourrir de la pensée d'un jésuite. C'est quelqu'un qui, pour développer sa pensée critique et autonome, n'hésite pas à aller s'abreuver aux sources les plus pures. Merci beaucoup de votre attention et merci de suivre les émissions de la pensée des hommes.